La polémique à propos du code électoral est loin de tomber. La polémique est relancée cette semaine. À quoi est-elle due, Maurice Guédénon? Wilfried Darasso, la polémique va exister et continuer jusqu'à la fin ou jusqu'au jour de l'élection. Même après l'élection. C'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau. Vous savez, les acteurs, ceux qui sont contre certains articles, parce qu'ils estiment que certains articles posent problème dans ce code électoral, vont continuer toujours à alerter l'opinion, à chaque fois revenir sur cette allusion à l'article 146. Bien sûr, il faut d'abord parce que je cite Inestinso cet article qui dit quand même que seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome, bien sûr Sénat, préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, ici, nous sommes dans ce studio, nous sommes trois. Il y a vous, il y a moi et puis Jacques. Si, peut-être, Wilfried Darasso ne s'entend pas bien avec Maurice Guédénon, du coup, il fait avant l'élection, bien sûr, il s'entend avec Jacques Manassé et font une coalition parlementaire. C'est bien dit dans cet article que pour lever des sièges, il faut qu'au niveau de chaque circonscription, le parti obtienne au moins 20%. Maintenant, Wilfried Darasso et Jacques Manassé se sont entendus, ils sont dans la même vision, alors ils font une coalition parlementaire. Dans ce même article, c'est dit que vous, là, comme vous avez fait une coalition parlementaire, si vous arrivez à obtenir 10% au plan national, c'est que vous pouvez lever des sièges. C'est là où le problème se pose pour bon nombre de ceux qui tirent sur cette sonnette d'alarme. Et celui qui ne fait pas, n'a pas un accord parlementaire. Oui, mais celui qui ne fait pas n'arrive pas un parti politique. Ici, si nous sommes trois, alors, la coalition parlementaire, ici, dans ce studio, nous sommes trois, bien sûr. C'est possible avec combien de personnes? Il y a une seule coalition qui peut se faire. Vous et Jacques Manassé, ou vous et moi. Et Jacques va se retrouver seul, ou je vais me retrouver seul, et vous allez faire votre coalition. Ça veut dire, si ça se fait comme ça, ce qui signifie que moi, je vais me débrouiller. Nous allons à un même examen, mais Maurice Guédénon seul va se débrouiller à avoir les 20% au niveau de chaque circonscription. Jacques Manassé et puis Wilfried Darasso vont essayer de travailler et d'obtenir au moins 10% au niveau national. S'ils arrivent à avoir 10% au niveau national, eux, comme ils ont fait une coalition parlementaire, ils vont lever des sièges. Par contre, Maurice Guédénon, comme il n'a pas pu faire une coalition parlementaire, il est seul, alors il va aux élections. Qui vous empêche, vous, d'avoir un accord parlementaire avec un autre parti? Wilfried Darasso, vous savez, moi je ne veux pas rentrer dans le débat politique de certains. Mais quand on prend l'échiquier, quand on prend les dernières élections, que ce soit les élections législatives de 2023, où on remonte un peu en arrière, en prenant l'élection communale, ou les élections de 2020. Combien de partis ont pu obtenir? En ce moment-là, c'était 10%. Mais combien de partis ont pu obtenir les 10% au plan national? Oui, vous allez me dire que les données peuvent évoluer. Les contextes ne sont pas les mêmes. Je suis d'accord. Mais observez bien. Et aujourd'hui, est-ce que ces partis travaillent à vraiment avoir ce 10%-là? C'est un problème. Moi, je pense que ceux qui tirent et reviennent chaque fois sur ces aspects-là, il faut les comprendre. Nous avons vu Wilfried Darasso, nous chantons la paix. Nous avons vu ce qui a menacé la paix dans notre pays en 2019, en 2020 et 2021. Oui, vous savez bien, quand je prends 2019 pour les élections législatives, qu'est-ce qui a créé toute la tension qu'on a connue dans notre pays? Vous savez bien, c'est l'affaire de certificat de conformité qui a été sorti à quelques mois des élections. Parce que certains partis n'ont pas pu se mettre en règle. Mais est-ce qu'il faut sortir? J'ai toujours dit, les lois sont faites pour les hommes. Les lois sont faites pour les hommes. Les lois sont faites pour réglementer notre fonctionnement dans une république. Mais c'est l'exemple que je viens de donner. Nous allons aux élections. Maurice est aussi fort qu'il soit, a pu travailler, dépasse 70% des élections, au plan, quand on fait le cumul au niveau national, Maurice arrive à dépasser 70%.
Parce que au niveau de la dernière circonscription, la 24e par exemple, les militants, les électeurs n'ont pas pu donner au moins 20% au parti de Maurice dans cette circonscription. Je fais une caricature, je ne suis pas acteur. Oui, je ne suis pas acteur politique. Alors, ce qui veut dire que on a dit que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Le peuple a, au plan national, a donné plus de 70% à Maurice, son parti. Mais ce parti ne sera pas représentatif. Parce que au niveau de la 24e circonscription, la dernière d'ailleurs, le parti de Maurice n'a pas pu faire 20% au niveau de cette circonscription. Mais est-ce que la démocratie, que le sens que nous donnons à la démocratie, où nous disons que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple et c'est la gouvernance, pas le peuple. Est-ce que nous avons là respecté vraiment le sens de la démocratie? Est-ce que là, nous donnons... Donc, vous estimez que pour vous, il y a un problème? Il y a un problème. Par rapport à l'article 146. Alors, Jacques Manassé, c'est vrai que la polémique a été relancée depuis cette dernière sortie de Monsieur Jean-Baptiste Elias, qui est parti d'une caricature, qui a fait une sorte de simulation, ok? Alors, aujourd'hui, par rapport à cette polémique-là, il est vrai que le chef de l'État a été clair, hein? Il a dit que lui, il n'est pas prêt à ce qu'on revienne sur ce code électoral. Est-ce que vous pensez que tous ceux-là qui cherchent à ce qu'on corrige ce code électoral vont pouvoir un jour avoir gain de cause, quand on sait que le chef de l'État a déjà dit non, que lui ne reviendra pas là-dessus? Chacun est dans son rôle. Vous parlez des acteurs politiques. Les acteurs politiques sont et dans ceux leur de la rôle. société. Et les acteurs entre griffes Ok. de la société civile sont également dans leur rôle. Ok. Il n'y a pas de prise de position neutre. Je voudrais que ce soit clair. Il n'y a pas de prise de position neutre. L'échiquier politique béninois, à l'heure où nous parlons, regorge de 12 partis politiques, dont le libéral ou le... je crois que c'est ça, le libéral de Richard Boni-Oro qui est en difficulté avec la justice actuellement. Et lorsque vous prenez les 12 partis politiques reconnus officiellement au Bénin, combien sont engagés et soutiennent les actions du chef de l'État? Combien sont rangés dans l'opposition? Répondez à la question vous-même. Du moins, combien ont déjà fait la déclaration officiellement d'être de l'opposition? Puisque au Bénin, l'opposition, ce n'est pas je suis de la droite, et puis le parti au pouvoir est de la gauche, donc naturellement la droite est de l'opposition. Et que on peut être tous de la gauche, mais puisque c'est pas la tête de Wilfried Akwasu qui me plaît, donc je suis son opposant. Il va falloir qu'à un moment donné, on commence par poser une bonne base. Et comme je le dis chaque fois, dans l'analyse de chacun, nous avons une grille. C'est-à-dire, nous avons l'obligation de répondre à un certain nombre de questions que nous nous posons. Lorsque je prends les 12 partis politiques, je ne vois que BR, UPR, RN, je crois, l'ancien UDBN, et puis le parti de Jacques Ayadi, je crois, ça doit être Moël Bénin. Tout à fait. Ce sont ces partis-là qui font... Les 4 partis politiques. 4 partis qui soutiennent l'action du chef de l'État. Je prends Richard Boni-Oro, centriste, comme je l'ai toujours dit ici, par rapport à ses positions. Le reste, on les voit tous ensemble, dans des cadres de concertation, en train de discuter, Ça veut dire que sur l'échiquier politique, le nombre de partis politiques relevant de ou se réclamant de l'opposition, ce n'est pas un. Combien sont-ils représentés au Parlement? S'il te plaît, je parle de l'échiquier parce que, de quoi parlons-nous? Nous allons aux élections. Nous allons aux élections. Et ces 12 partis politiques
sont censés participer à ces joutes électorales. Je ne parle pas encore d'élections présidentielles, élections communales, municipales et puis législatives. Ces 12 partis sont censés participer à ces élections. Quand bien même on a des élus aujourd'hui au Parlement. On ne parle pas de ces élus. Quand bien même on a des élus aujourd'hui au niveau du Parlement, comme dans les communes, voilà. On peut aller aux élections. Voilà. Moël Bénin peut aller aux élections législatives. Voilà. Et chaque parti étant national et la loi faisant obligation à chaque parti de présenter 109 candidats avec 109 suppléants pour les législatives, ce dont nous parlons justement. Ce qui suppose que ces partis partent sur un même pied d'égalité. Donc pour vous, ces partis partent à chance égale. Les 12 partent à chance égale devant la loi. Et que dit la loi? Vous avez l'obligation de faire 10% au plan national. Ce qui suppose que sur les 12 partis, si 10 pourraient avoir 10%, si les 10 ont 10% au plan national, ça veut dire que ils sont déjà éligibles à une première répartition. Maintenant, on dit dans chaque circonscription électorale, il faut que les partis recueillent au moins 20%. Ce qui fait qu'on a une loi naturellement sélective. Et lorsque nous écoutons les discours, depuis un certain temps, je préfère écouter beaucoup plus les discours. Il y en a qui affirment urbi et orbi que c'est eux qui représentent le peuple. Alors si moi je représente le peuple et que je me targue d'avoir une certaine majorité écrasante du peuple derrière moi, la seule chose qui me reste à faire, c'est de mettre en place une stratégie pour obtenir les 20%. 20%, c'est quoi? Sur 5 électeurs dans une circonscription électorale, il faut que 1 vous accorde le suffrage. Sur 5. Cela veut dire qu'on pourrait avoir... Sur 5 personnes, vous avez besoin d'une personne. D'une voix. D'une voix. Ce qui suppose que à l'Assemblée, on pourrait avoir mathématiquement, ça c'est théorique, on pourrait, si 5 personnes, 5 partis politiques réussissaient à avoir les 20%, on pourrait avoir 5 partis politiques représentatifs. La réalité est que tout le monde ne peut pas se faire représenter. Et ou du moins tout le monde n'a pas cette capacité de réunir les 10%, les 20% partout. N'est-ce pas? Dans ces conditions, étant donné que nous sommes 12 à aller en compétition, alors qu'est-ce qui nous empêche, nous qui nous réclamons de la mouvance d'abord, ce n'est pas une... Donc on peut supposer que les 4 peuvent se mettre ensemble. Les 4 peuvent conclure... Et les 8 autres peuvent rester aussi ensemble. Les 4 peuvent conclure... Si on parle du chiffre 12. Voilà. Les 4 peuvent conclure ce qu'on appelle un accord de coalition parlementaire. Ce qui suppose quoi? Nous nous entendons que lorsque nous serons au Parlement, nous allons travailler ensemble. Nous allons aux élections séparément. Mais arrivé là-bas, nous allons travailler ensemble. Et c'est là que la loi dit, si vous déposez le mémorandum ou cet accord à la Sénat avant les élections, alors si vous n'avez pas réussi à avoir les 20%, et c'est là qu'il faut nuancer, ce n'est pas parce que vous avez 10% et parce que vous avez un accord de coalition d'office, vos 10% vous permettent d'être éligible à l'attribution de siège. Non. Dans le cas où vous avez cet accord
et que vous n'avez pas les 20%, on va voir maintenant, est-ce que vous avez les 10% au plan national? Si oui, on fait la sommation de vos suffrages pour voir dans la circonscription donnée, pour voir si vous avez réuni les 20% au moins. Vous pouvez être 4. Vous pouvez être 3. 4. Voilà. Vous pouvez être 2. Vous pouvez être 6, vous pouvez être 7, comme dans le cas de l'opposition où aujourd'hui ils sont 7 ensemble. D'accord? Donc, l'opposition aussi peut présenter cet accord-là avant les élections. Donc, vous le dites que dans le cas de l'opposition, parce que vous dites qu'ils sont au moins 7. Ils sont 7. 7 ou 8 partis politiques de l'opposition. Je ne parlerai pas 8 donc, parce que... Donc, mais vous voulez dire, donc, à vous écouter, c'est comme si l'opposition ne veut aller à cette élection de façon dispersée. Non, tout le monde va de façon dispersée. Oui, justement, cet accord de gouvernance. Cet accord de gouvernance signifie l'opposition peut l'établir, peut l'avoir, c'est ça, hein? Oui. Les démocrates peuvent établir un accord de gouvernance avec les autres. Avec les autres. De qui parlons-nous? Nous parlons de FCBE, démocrates, MPL, tout ce que nous avons dans l'opposition aujourd'hui. D'accord. Donc, ils ont la possibilité d'établir un accord avec ces partis politiques. Si les partis politiques soutenant, les 4 partis politiques soutenant les actions du président Talon peuvent se mettre ensemble pour dire, si nous nous retrouvons au Parlement, nous travaillerons ensemble. Qu'est-ce qui empêche alors les opposants d'avoir un tel accord? Parce que lorsque nous parlons, oui, nous reconnaissons que les élections passées, il n'y a eu que 3 qui se soient fait représentatifs. Nous, ça là, tout le monde le reconnaît. Mais le vrai problème, est-ce que nous sommes sur un terrain statique ou sommes-nous sur un terrain dynamique? Et lorsque vous savez et que vous affirmez urbi et orbi que vous êtes le peuple et que vous représentez le peuple, donc la plupart des électeurs, c'est comment travailler ensemble pour contourner cet obstacle que la loi a semé. Et c'est là que le problème se pose. La sélectivité dont on parle, ce n'est pas seulement à ce niveau. Même pour être candidat, il y a un seuil d'âge qu'il faut avoir. Tant pour les législatives, il faut avoir 18 ans pour voter. Mais ce n'est pas à 18 ans que vous êtes éligible. C'est déjà ça. Et donc, il y a toujours un seuil. Et je crois que nous n'allons pas rentrer dans qu'est-ce qui a poussé les gens. Ça, c'est un autre débat. Mais lorsque cette loi a été, le code a été modifié en mars 2024, il y a eu l'alerte de Nouroudine qui dit bien, moi je ne crois pas que cette loi-là, vu le seuil de représentativité au Parlement actuellement, je ne crois pas que cette loi puisse permettre que chaque parti politique ait les 20%. D'où il a fait une proposition explosive. En son temps. En son temps. C'est pas maintenant, hein? Non, en mars 2024. Parce que certains ont pensé que c'est que c'est tout dernièrement quand il était sur KPFM sur Regard qu'il a fait cette proposition. C'est ça, je rappelle que c'était en mars 2024, au lendemain de la modification du code électoral. Il faisait sa proposition explosive. Il dit, mais moi je ne comprends pas quelque chose. Alors, vérifions quelque chose. L'opposition actuellement a réussi à lever 28 sièges au Parlement. Et il y a l'article 150 de ce même code qui dit, lorsque au moins un député sur 5 manque à l'appel au Parlement, les élections doivent être reprises dans les circonscriptions dans lesquelles ces députés ont démissionné ou manquent à l'appel. Alors, 1 sur 5, ça fait moins de 28. Alors, il propose, en tant que militant, que les élus LD, collégialement, démissionnent pour éprouver ce code maintenant. Donc pour vous, c'était une très belle proposition en son temps. C'était une bonne proposition. Une belle opportunité. C'était une opportunité pour éprouver la loi séance tenante.
et éviter le débat que nous faisons aujourd'hui. Mais vous savez, lorsque vous êtes dans un milieu et que vous êtes en avance sur votre milieu, vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas écouté. Parce que vous ne voyez pas la même chose que les gens, vous n'entendez pas la même chose qu'eux, et vous n'appréciez pas les choses de la même façon. Et c'est là le hic. Sa proposition n'a pas été aimée, n'a pas été appréciée. Ah, visiblement, il est marginalisé. Bon, on conçoit, je l'appelle toujours l'ovni politique. Mais l'opposition qui estime que cette loi, et c'est ça, l'exclut d'office, puisque c'est le discours qui nous est servi. L'opposition dit, la loi là nous exclut ou risque de nous exclure du partage des sièges prochainement. Alors, à partir du moment où c'est cela, et que vous avez la possibilité d'éprouver la loi tout de suite, et de permettre, s'il y a correction, de forcer les choses à se corriger. Nous avons fait, nous préférons nous accoquiner de nos plaisirs de l'instant. Aujourd'hui, le débat se fait. Ceux qui font le débat, ce n'est pas qu'ils font mal, par rapport à leur perception et par rapport au niveau d'analyse qu'ils ont fait, par rapport aux simulations qu'ils ont présentées. Vous comprenez que par rapport à leurs intérêts, qu'ils se disent que cette loi-là, par rapport à nos réalités, contrairement à nos discours, par rapport à nos réalités même là, cette loi risque de nous sortir du jeu. Mais ils avaient une opportunité en or pour éprouver. Certes, j'ai entendu beaucoup dire ou analyser de la façon que qu'on pourrait ne pas organiser les élections. Jacques, oui. Vous voulez dire que si on reprenait les élections vraiment, après la démission collective des 28 députés de l'opposition dans les circonscriptions dans lesquelles ces députés se trouvaient, oui. Eh bien, on allait éprouver le nouveau code électoral. Forcément, parce que les élections seront organisées sur la base de la loi en vigueur. Ce qui suppose que les 15 circonscriptions électorales qui seront en jeu vont éprouver le code électoral. Et si dans le cas d'espèce, il s'avère que malgré tout ce qui est prévu par la loi, les gens n'arrivent pas à atteindre le seuil de 20%, alors tout le monde est devant le fait accompli. Et s'il y a correction à faire, c'était le moment. Aujourd'hui, nous sommes quand? Pratiquement en juin. Demain, c'est le 1er juin. Le dépôt des candidatures, c'est pour quand? C'est pour octobre. Donc nous sommes pratiquement à moins de 6 mois du dépôt des candidatures. Et ce débat-là, au lieu qu'on ait des débats d'idées, au lieu que l'opinion publique bouillonne d'idées, de débats, de propositions, on est là encore à parler, à contester et à dire les élections sont problématiques. Quelque part, Noureddine Saka Saleh a fait une proposition, c'est vrai, c'est un ovni politique. Chacun l'interprète comme il veut, mais c'était une proposition très belle. C'était un coup politique qu'il proposait. Et je vous jure, si c'était acté, on ne pourrait pas dire que depuis 2024 à aujourd'hui, le gouvernement ou la Sénat va prétester du fait qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections. Parce que la Cour devrait trancher à un moment donné. Maurice Guédenon, on a écouté Jacques Couchemin par rapport à son analyse. Il n'est pas d'accord avec vous. Alors, il a dit quelque chose, il dit, mais les partis de l'opposition ont la possibilité de former un accord parlementaire ou un accord de législature. Parce qu'il n'y a pas que les démocrates, non? Wilfried Awassou, j'ai écouté avec beaucoup d'attention mon vis-à-vis, Jacques Yedafu Couchemin. Oui,
Il y a d'autres formations politiques au niveau de l'opposition. D'autres formations qui se réclament de l'opposition. Oui, c'est ça je dis. Pourquoi est-ce que les partis de l'opposition ne peuvent pas se mettre ensemble? Mais à l'instar de ce qui se fait du côté au niveau de la mouvance. Observez bien ce qui se passe au niveau de la mouvance et regardez les forces en présence. Il faut voir les forces en présence pour parler. Hein. Vous pensez que si c'était l'opposition qui avait 2 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale avec ce fort taux-là, que ça allait se faire dans ce sens-là? Observez bien. Aujourd'hui, quand on voit les forces en présence, est-ce que plus on est nombreux à aller aux élections, moins on élève le pourcentage? Parce que là, les voix seront émiettées. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on parle de FCBE, de MPL, mais Wilfried Awassou, ces partis politiques aux dernières élections, même aujourd'hui, et si on va aux élections là, est-ce que le score réalisé par ces différents partis cités là, en 2023 ou en 2020 pour les élections, est-ce que ces partis pourront faire encore ces scores-là? Non, pas vraiment. Le contexte a changé. Le contexte change. Mais c'est le terrain, est-ce qu'il ne nous revient pas de les encourager à rester ensemble? Oui, il faut. Parce qu'il n'y a pas que l'LD, les démocrates qui soient partis de l'opposition au Bénin. Je suis d'accord qu'il y a pas. Ils peuvent se mettre ensemble avec les autres. Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Non, moi je ne sais pas. Je ne suis pas membre du parti les démocrates pour savoir pourquoi ils ne veulent pas. Moi j'observe les faits et je tiens compte des résultats des élections. Parce que tel que les choses se présentent, c'est comme si l'opposition est simplement représentée par l'LD. Non, on ne peut pas voir les choses de cette façon-là. Et Wilfried Awassou, il faut voir depuis la nuit des temps combien de partis politiques arrivent à obtenir 10% au niveau national pour qu'aujourd'hui on parle de oui, il y a d'autres partis, Combien arrivent? On a pris les élections communales même les législatives de 2023. Donc c'est la peur alors. Combien de partis ont arrivé? Vous voulez dire que les gens ont peur? Mais c'est la peur. Ce n'est même pas quand on veut être honnête avec nous-mêmes là, on sait que à peine 2 ou 3 partis vont arriver à avoir les 10% au plan national. Aujourd'hui, tel que les chefs sont. Disons-nous la vérité. Mais moi je dis, ne regardons pas. Est-ce que c'est la mouvance? Non, on peut être nombreux, mais on peut ne pas faire le poids. Non, aujourd'hui, je vous repose la question. Quand on prend la mouvance, celle-là, a dit la grande mouvance, il y a combien de partis qui se réclament de la mouvance présidentielle? Jacques en a cité. Mais 4. De l'autre côté, il y a combien? Et ce n'est pas seulement ceux qui s'affichent. Répondez à ma question. Du côté de l'opposition, il y a combien de partis qui se réclament de l'opposition? On a cité MPL et beaucoup d'autres. Et j'ai dit. Non, ils sont plus nombreux que les mouvanciers. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux qu'on peut faire avoir qu'on peut avoir les 10%, Wilfried. C'est ce que je dis. Je dis, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux là-bas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pas travailler sur le terrain? Parce que là, Jacques. Wilfried Awassou, non. Parce que là, il y a des aspects. Est-ce que vous ne voyez pas que certains ont tendance à faire croire à l'opinion publique que l'opposition s'est réduite au LD, aux démocrates? C'est fait sciemment. Non. C'est fait sciemment parce que nous sommes sur le terrain. La question, Monsieur Maurice Gédéon, ils sont combien de l'opposition? Oui, nous sommes sur le terrain politique. Qu'ils sont au moins 7. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble? Justement. Pour créer ce grand ensemble de l'opposition? C'est ce que nous souhaitons. Maintenant, nous sommes sur le terrain politique. Et il y a un fait. En réalité, moi, je n'ai jamais considéré les LD et la FCBE comme 2 partis distincts. Vous savez, vous convenez avec moi que les LD sont l'émanation de la scission au sein de la FCBE. Qu'est-ce qui empêche une réconciliation ne serait-ce que entre ces deux? Une réconciliation FCBE de circonstances. Voilà. Pas de circonstances. Oui, pour la cause. Il faut à un moment donné. Parce que l'enjeu est de taille. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Quelque chose se serait arrivé en 2019 ou truc là. Ou en 2020. On a fini, on est fâché, chacun a pris sa direction. Et puis, il y a un enjeu qui devrait être plus fort que nos rancœurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin. Stop est fin pour cette émission. Regarde la technique, Serge Yvan Kera. Au micro et en direct, Wilfried Awassou.